Il va falloir hurler. Donc, par quoi commencer? Donc, on s'est rencontrés déjà la semaine dernière. Vous étiez tous là ou pas? Non. Donc, en fait, l'idée, c'était d'essayer de créer en fait, des liens, des passerelles entre des collectifs de soignants, des collectifs d'intermittents, d'artistes, voilà. Et moi, personnellement, j'ai co-initié les ateliers pour la refondation du service public hospitalier. Je ne sais pas si vous avez fait passer le lien du site. En fait, ces ateliers, je vais le redire puisqu'il y a certaines personnes qui n'étaient pas là. En fait, ces ateliers, on les a lancés en début d'été 2020. C'était, en fait, on avait commencé à réfléchir ensemble pendant la première vague, où tout le monde était sidéré et tout ça. Donc, c'était avec des collectifs de soignants, le collectif interhôpitaux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. En fait, c'est une mobilisation de soignants pour la défense de l'hôpital public, en fait. C'est pas une approche syndicale au sens du terme, parce que c'est pas une défense d'intérêt, c'est surtout la défense du service public hospitalier. Bien sûr, ça passe aussi par des problèmes concernant les conditions de travail, le manque de lits, le manque de moyens. Il y a aussi toute une réflexion sur comment on intègre les usagers, la gouvernance de l'hôpital. Voilà. Donc il y a le collectif interhôpitaux, il y a un autre collectif qui s'appelle le collectif interurgence. En fait, c'est le premier collectif d'hospitaliers qui a été créé, parce que d'abord, ce collectif interurgence, il est surtout constitué d'infirmiers et d'aides-soignants qui travaillent dans les urgences. Et les urgences, c'est le premier service hospitalier à avoir connu une crise, mais depuis des années. Enfin, c'est pas le Covid qui a amené la crise de l'hôpital public, hein, c'était bien avant d'ailleurs. Ça s'inscrit dans des politiques, des réformes de longue date. Et donc les urgences, c'est la porte d'entrée dans l'hôpital public. Et en fait, ils sont dans des situations. Je ne sais pas si vous avez déjà mis les pieds dans un service d'urgence, mais c'est très tendu, très compliqué. Il n'y a pas ce qu'on appelle des lits lavage, c'est-à-dire qu'une fois que la personne, on doit l'hospitaliser, mais ils n'ont pas de lit. Enfin, c'est très très compliqué. Donc collectif interhôpitaux, collectif interurgence. Ensuite, il y a un autre collectif, c'est le printemps de la psychiatrie. Ah ben voilà, il a. Alain Brieux arrive. Le printemps de la psychiatrie, c'est un collectif de psychiatres avec une forte connotation de psychiatrie humaine, humaniste, et ce printemps de la psychiatrie regroupe aussi des associations d'usagers en psychiatrie. Il y avait les économistes atterrés, je ne sais pas si vous avez entendu parler, dont je fais partie, c'est un collectif d'économistes qui a été créé il y a très très longtemps et qui a pour vocation d'apporter sur la place publique du débat qui est de développer une autre pensée en économie qui est celle de la pensée dominante en fait. Donc on fait beaucoup d'initiatives de débat et de démocratisation des questions économiques citoyennes depuis très longtemps. Un autre collectif qui s'appelle les ateliers travail et démocratie, qui par définition ont pour vocation justement de faire du débat public aussi sur la question du travail et de la démocratie. Voilà, donc on était 5 collectifs à avoir lancé l'idée il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour l'hôpital public, mais au-delà de revendications, d'aller dans la rue et c'est là, on voulait créer un espace pour réfléchir de manière la plus large possible sur comment refonder le service public hospitalier. Donc ça veut dire aussi qu'on n'accepte pas tel qu'il est, il ne s'agit pas uniquement de revendiquer que de l'argent et que des meilleures conditions de travail, mais comment on peut créer un large débat démocratique sur quel hôpital public on veut. Donc l'idée c'est aussi de faire venir dans nos ateliers les personnes lambda, les associations de patients et que chacun. Et donc ça marche. Donc là je ne vais pas rentrer en détail, hein, mais donc on avait créé ça. Donc du coup moi je suis en relation avec plusieurs collectifs de soignants. Donc, le prochain atelier aura donc lieu à Marseille le 3 et 4 juillet. Et donc comme je suis en lien avec plusieurs collectifs de soignants, dont il y a Alain qui pourra vous parler parce qu'il est psychiatre à Toulouse, du collectif interhôpitaux, du CIU, tout ça. Donc je me suis dit, ça serait bien que, passant un jour devant la criée, qu'on essaye de commencer à faire des ponts avec ce qui se passe en termes de mobilisation au niveau de la culture. D'hôpital public d'un côté, la culture de l'autre, c'est quand même, dans le cadre de la crise sanitaire, en tout cas, les deux lieux ou les deux endroits les plus impactés, enfin, en tout cas, de manière plus visible. Donc je m'étais dit, ça serait bien, voilà. Et donc Roxane m'a dit, mais pourquoi pas, nous on fait des ateliers, et pourquoi pas commencer à faire des ateliers. Donc le premier, on l'a fait la semaine dernière, c'était vraiment une toute petite prise, enfin c'était pas mal déjà, hein, première prise de contact. Et on s'est dit que ça serait bien d'en faire d'autres d'une manière un peu systématique. Et donc on a proposé de faire ce deuxième atelier sur le thème de la démocratie sanitaire, parce que quand on avait discuté la semaine dernière, c'est un thème qui avait émergé. Donc la démocratie en santé, ça a une histoire en fait, et donc l'histoire elle commence en particulier avec la lutte contre le VIH.
D'où l'idée de faire intervenir Michel Bourrelly, ici présent, qui fait partie d'ailleurs, qui travaille avec nous dans le cadre des ateliers, pour la refondation du service public hospitalier, et qui est l'un des tout premiers militants de la lutte contre le VIH. Et justement, l'idée, c'est qu'il puisse nous raconter. Enfin, cette histoire, tu racontes. Voilà, tu me dis si je me trompe. Bah, si vous avez 24 heures devant vous, je ferai l'introduction et après on verra. Et l'idée, c'est de voir comment, en fait, ce qui s'est passé dans le domaine du VIH peut nous interpeller, ou quels enseignements on peut tirer pour refonder la démocratie sanitaire aujourd'hui. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Et ensuite, on verra si on peut continuer ensemble, sous quelle forme et tout ça, parce que, comme pour finir, comme vous pouvez le constater, c'est quand même très difficile de mobiliser les soignants. Ils ont déjà très compliqué pour eux de se mobiliser pour eux-mêmes, si je puis dire. Voilà, pour des raisons X ou Y. Hein. Et voilà, donc il faudra aussi voir comment on continue et sous quelle forme aussi. Voilà. Est-ce qu'on fasse un tour, on se présente ou d'emblée? Peut-être que si vous n'étiez pas là, oui, on peut donc mon nom, c'est Nancy. Moi, je suis économiste, chercheuse à Saint-Charles. Donc Alain Brieux, psychiatre, effectivement très engagé dans différents collectifs. Ah oui, c'est vrai qu'avec le masque. Oui. Oui, donc Alain Brieux, psychiatre, est effectivement très engagé dans différents collectifs, et voilà, donc, notamment au collectif inter hôpitaux là actuellement. Moi, Michel Bourrelly, je suis militant de la lutte contre le sida et je travaille à l'INSERM à Marseille. Dominique Torrentine, moi j'étais journaliste, j'ai travaillé à Aide, enfin j'ai milité à Aide pendant une dizaine d'années, et maintenant je travaille au contrôle des lieux de privation de liberté. Donc on va très souvent dans les hôpitaux psychiatriques. Je m'appelle Lydia, je suis une comédienne et occupante à la CRIE, et j'ai trouvé l'atelier de la semaine dernière hyper intéressant, et je suis très heureuse que ça continue. Lola, occupante à la CRIE, comédienne et assistante à la mise en scène. Et j'ai loupé le premier atelier, et du coup j'étais très déçue. Et du coup j'ai un peu déçue. Roxane, occupante à la CRIE, comédienne et assistante metteur en scène. Oui, je trouve ça hyper intéressant, et je pense que c'est difficile de faire des ponts tout seul sur ces sujets-là, et que c'est un peu essentiel de trouver des endroits pour communiquer autour de tout ça. Athéna, du coup occupante aussi à la CRIE. Voilà, j'étais pas là la semaine dernière et malheureusement c'était pas possible, mais je suis très curieuse de vous entendre sur ça. Pablo, je suis comédien, occupant à la CRIE, voilà. J'étais là la semaine dernière, je suis content de cette activité. Lisa, comédienne et de passage à la CRIE, pour vous écouter. On va être entendu pour ça. Moi, c'est Cyprien Vincent. Je travaille à la RSPACA où je m'occupe de la démocratie en santé. C'est l'Agence régionale de la santé. Et je suis par ailleurs élu au printemps marseillais où je suis adjoint au maire de la mairie 6-8 pour le sport. Et je travaille aussi dans la mairie de Marseille sur tout ce qui est santé. Donc on a une commission de santé avec un conseil de santé qui va se mettre en place et un peu tout ce qui est impulsion sur la santé à Marseille. Voilà. Donc je sais pas, Michel, tu te lances et puis on... Ah bah, je me lance parce que j'ai bien compris que j'étais le Alain Decaux du coin, donc j'allais vous faire l'historique, l'anté-démocratie sanitaire, puisque à l'époque où j'ai commencé à être dans la lutte contre le sida, et je n'étais pas le premier, j'étais dans les premières années, tout ça n'existait pas, et que la lutte contre le sida a été effectivement le révélateur de beaucoup de choses, et le malade du sida a été aussi un révélateur particulier, un révélateur social. C'est comme ça que définit Daniel Defer, qui a été le fondateur justement de Aide en 1984, et Daniel Defer était le compagnon de Michel Foucault, le philosophe qui a été emporté par le sida en juin 1984, et dans un très grand silence, c'est-à-dire que les soignants ont menti et n'ont pas dit ce qui se passait à Daniel, ni à Michel, dans cette histoire. Et
C'est d'ailleurs pour ça que Daniel Defer s'est battu pour que les soignants puissent dire la vérité. Et parler de vérité, ça a été la première étape de la construction de AIDE en octobre 84. Donc du coup, moi, j'étais jeune à l'époque, puisque, bon, j'ai bientôt 60 ans, mais enfin, du coup, ça se passe il y a plus d'une trentaine d'années, plus de 35 ans, 36 ans. Donc j'étais à la faculté de pharmacie, puisque je suis pharmacien. Et l'idée de militer est arrivée assez vite parce que je suis aussi homosexuel et qu'à l'époque, on voyait très bien autour de nous que les choses tournaient mal. C'était pas dans le monde comme dans le monde de tous les jours. La visibilité n'est pas comme l'a été le coronavirus à travers la Covid, parce qu'effectivement, il y avait cette diffusion de ce virus actuel est quand même redoutable et rapide. Mais pour le VIH, ça a été extrêmement sournois, sous cap, mais brutal, parce que ça emportait des quantités de pages d'agenda des uns et des autres, puisque nous étions dans une petite communauté, même à Marseille, et que finalement, ma chance était d'être jeune à ce moment-là. Mais autour de nous, les personnes qui étaient un peu plus âgées ont été vite emportées par ce virus qui avait une histoire naturelle de 10 ans, comparé à un virus actuel qui a une histoire naturelle de 20 jours. Donc vous voyez que la différence de tout ça fait qu'on ne peut pas comparer tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que l'histoire naturelle, c'est comment un virus évolue s'il n'y a rien qui intervient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement, pas de vaccin, etc. Donc quelqu'un s'infecte, si on ne fait rien, soit en 20 jours on est guéri pour le corona, soit on est mort, pour aller vite. Et pour le VIH, c'était 10 ans, grosso modo, au début, c'était à peu près ça. Sauf qu'à l'époque, on ne savait pas, et que surtout à l'époque, au tout début, on pensait que les personnes qui étaient séropositives, il n'y en aurait que 10% qui évolueraient vers la maladie, parce que ça mettait tellement de temps pour évoluer qu'on ne savait pas exactement ce que allait se passer. On s'est vite rendu compte que tout le monde allait évoluer vers la mort s'il ne se passait rien, et l'histoire nous dira, vous a dit maintenant qu'il y a des traitements qui ont été trouvés qui permettent en tout cas aux personnes de survivre comme je le fais. Donc du coup, tout ça a été un peu... Ah pardon. J'ai pas très bien compris l'histoire naturelle, je crois. Est-ce que c'est du moment où on sait qu'un virus existe, comment dire, c'est le travail qu'effectue... Est-ce que les 10 ans, c'est une estimation de combien de temps le VIH a existé avant le diagnostic? C'est la moyenne de durée de survie de quelqu'un qui est infecté par le VIH. Okay, la moyenne. Hein, parce que moi, j'ai connu des personnes qui ont été emportées en quelques années, en 2-3 ans, on est très rapidement, et d'autres un peu plus longtemps. Mais après, on fait une moyenne. Comment on pourrait dire, l'épidémiologie, c'est pas une science individuelle, c'est une science globale qui fait qu'on fait des moyennes, et donc du coup, ça représente pas forcément. Ça n'a rien à voir avec l'estimation de combien de temps le virus a vécu avant qu'on y mette un nom. Non, ça non, parce que alors, pour le coup, si on repart là-dessus, on a découvert du VIH bien longtemps, bien très longtemps avant la découverte du virus. La découverte du virus, l'isolement du virus, c'est 1983. Le premier article qui parle de la maladie, d'une nouvelle maladie, c'est 1981. C'est même le 5 juin 81. Dans quelques semaines, ça sera les 40 ans. Donc on a mis à peu près 2 ans pour découvrir, isoler le virus. Encore 2 ans pour faire des tests de dépistage. Et il a fallu 11 ans pour avoir des traitements à peu près, après le dépistage, encore 11 ans pour avoir des traitements qui permettent aux gens de survivre. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout dans les mêmes ordonnées que ce que nous vivons à l'heure actuelle, où on a trouvé une maladie, isolé un virus, trouvé des tests et des vaccins dans la même année, grosso modo. Donc tout ça parce que c'est pas le même virus, qui ne s'attaque pas aux mêmes cellules, qui ne se développe pas de la même façon, et qui voilà. Donc tout ça est très différent. Et pour revenir à notre démocratie sanitaire, puisque je crois que c'était là-dessus. C'était vraiment l'idée c'est que dans ces périodes-là, d'abord, on ne réfléchissait pas vraiment à l'avenir, puisqu'on n'avait pas le temps de réfléchir à l'avenir, puisque, grosso modo,
Le matin, on savait que quelqu'un était mort. À midi, il fallait commander des fleurs. L'après-midi, on était au crématorium. Le lendemain, on était à l'hôpital. Et tout ça s'enchaînait. Et moi, j'avais 22 ans, 23 ans. On était quelques-uns, une vingtaine à Marseille. Donc, pas nombreux à faire à peu près tout. Et à pas se dire qu'est-ce qu'on va construire. Est-ce que derrière, il y a de la politique? Est-ce que derrière, il y a quelque chose qui va changer? On ne savait pas ce qui allait se passer, dans quoi on vivait, comment ça allait évoluer. Et je sais que je vais faire rire encore Fabienne, parce que je prends toujours cet exemple-là. J'ai une étudiante en thèse qui m'a dit il y a quelques temps, autour d'une table, c'est vrai qu'à Aide, vous n'étiez pas très subversif. Alors, comme je dis toujours, une fois que j'ai récupéré de mon infarctus, et que j'ai mis une paire de claques, j'ai dit quand même, non, je n'étais pas subversif. Parce qu'entre la commande des fleurs, le crématorium et l'hôpital, on n'avait pas vraiment le temps de savoir si on allait être subversif, si on allait se peindre le cul en rouge pour manifester ou faire quelque chose différemment. On était justement pris par ça. Donc, et la démocratie sanitaire, on n'y pensait pas, parce qu'on allait la faire. Ce qu'on savait, une chose, et je crois que c'est la base de cette préhistoire, c'était que nous ne voulions pas être les spectateurs de notre propre mort. Seulement les spectateurs. Par la force, beaucoup d'entre nous, et de mes amis, ont été des spectateurs, mais ils ont été aussi des acteurs, parce que l'idée, c'était de ne pas être seulement des cobayes dans des nouvelles recherches thérapeutiques, parce qu'il y en a eu beaucoup, et il a fallu faire ça. Et encore une fois, je dis que je suis pharmacien, donc vous allez dire que je collabore avec le Big Pharma, mais à l'époque, on ne parlait pas de Big Pharma, on parlait de laboratoires qui faisaient des médicaments, et quand le prix des médicaments d'il y a 40 ans, ce n'est pas le prix des médicaments maintenant. La boîte de Zovirax, qui est sortie, je crois, en 1985 ou 86, coûtait 345 francs. Et moi, qui étais jeune pharmacien assistant, quand je vendais une boîte, j'avais l'impression de vendre 3 kilos de caviar. Donc, 345 francs, pour ceux qui ne savent pas, doit faire 45 euros, 47 euros à peu près. Vous savez que le traitement pour l'hépatite C, qui est sorti il y a quelques temps, qui a diminué, le prix maintenant a diminué, mais au départ, en France, on a vendu 80 000 euros. 80 000 euros pour 8 semaines de traitement. Pour 8 semaines de traitement. Donc on n'est pas du tout dans la même chose. Et ça, c'est pas le plus cher. Il y a des traitements anticancéreux qui coûtent 100 000, 200 000, 300 000 euros. Donc, je vous parle d'une histoire que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Et tant mieux, je veux dire. Donc, mais en tout cas, l'idée, c'était ça. C'était qu'à un moment donné, on s'est retrouvé dans cette phase où, de toute manière, il fallait agir pour ne pas se laisser emporter par quelque chose qui allait nous dépasser. Pas laisser les médecins qui avaient été depuis 200 ans les pièces maîtresses et centrales de l'organisation de la ville, de l'hôpital, mais pas seulement de l'hôpital, de l'hospitalisation, de l'architecture des hôpitaux, des assainissements, des égouts et de la moralité également. Et c'était quelque chose qui était important, que des personnes qui étaient, alors pour le coup, à l'époque, des homosexuels, des usagers de drogue, des travailleurs et des travailleuses du sexe, qui allaient dire à un moment donné, nous on veut participer à quelque chose de notre vie, de notre avenir et de notre mort. Et il a donc fallu réformer ce qui était quelque chose d'impossible à réformer. Les médecins, les médecins, et comme les pharmaciens d'ailleurs, donc je m'inclus, sont dans une faculté, suivent dans un endroit avec quelque chose où on leur apprend le recul essentiellement, et tant mieux. Parce que quand on est médecin aux urgences, quand on est médecin en oncologie pédiatrique, etc., si on n'a pas de recul, on fait un jour, et le deuxième, on est dans le vieux port où on s'est pendu, très certainement. Donc l'idée, c'est ça. Mais le fait est qu'il fallait à la fois trouver un moyen pour réformer de l'intérieur avec l'assentiment des personnes, parce qu'elles pouvaient comprendre que sans les personnes, elles ne pouvaient rien faire. Donc c'est ce qui a été assez compliqué à faire comprendre. La place des personnes elles-mêmes, la place des patients. En 1950, un président du Conseil de l'Ordre des médecins disait « Le patient est un incapable, seul le médecin peut décider pour lui ». 1950, il y a 70 ans, donc je pourrais être presque né, mais je n'étais pas loin. Et donc, vous voyez, on est dans quelque chose où on est passé du jour à la nuit, et c'est le VIH, malheureusement, et il a fallu l'arrivée d'un virus qui a tué quand même 40 millions de personnes dans le monde en 40 ans, donc 80 millions de personnes ont été contaminées en 40 ans, 40 millions sont mortes.
Donc c'est pas non plus anecdotique. Qui continue ou... Qui continue à mourir, bien sûr, oui, toujours. Donc là, au jour d'aujourd'hui, pour être PPDA, non pas PPDA, un journaliste, il y a toujours des morts, effectivement, on est aux alentours de 40 millions. Et ça ne s'arrête pas complètement, évidemment, parce que pour ça, il faut que les personnes puissent accéder au traitement, puissent accéder au dépistage, etc., ce qui est toujours compliqué à un certain nombre de pays, mais qui est aussi compliqué dans un pays comme le nôtre, puisque l'épidémie de Corona a fait que moins de personnes ont pu avoir accès à des dépistages, moins de personnes ont pu avoir accès à la prophylaxie de pré-exposition, ce qui permet d'éviter de se contaminer avec un traitement. Et donc, il y a certainement une augmentation des contaminations, en tout cas une moins forte baisse des contaminations qu'on pouvait espérer compte tenu des outils dont on dispose. Donc cette démocratie, on ne l'avait pas écrite, on l'a pas écrite dans le marbre, on ne l'a pas définie, on ne l'a pas décidée. Mais dans le fin des années 80, tout début des années 90, on s'est bien aperçu aussi qu'il y avait beaucoup de personnes qui mouraient en prison. Je dis en prison, pas parce qu'elle vient en prison, parce qu'elle y a beaucoup travaillé, en prison, qui étaient des usagers de drogue, et qu'à un moment donné, l'usage de drogue n'avait pas de place donc, dans la société française des années 80-90. C'était surtout le délinquant. Et ils étaient le résultat de cette loi de 70 qui perdure toujours 50 ans après et qu'on ne veut surtout pas changer. Et il a fallu à un moment donné que des usagers, des ex-usagers et ceux qui étaient proches décident à un moment donné de dire il faut qu'il y ait une parole libérée autour de l'usage de drogue pour pouvoir mettre en place des stratégies qui vont permettre de réduire les risques de contamination. C'était capital, on était dans une épidémie. Et dans une région où en 1986-87, 47% des cas de sida étaient issus de la communauté des usagers de drogue. Donc 40 ans après, presque 40 ans après, on est à moins de 2%. Ce qui veut dire que le travail qu'on a fait n'est pas complètement vain. Je remonte, j'étais en train de me jeter dans le vieux port tout à l'heure, peut-être que je n'irai pas, parce que finalement ce qu'on a fait n'était pas été complètement inutile. J'étais pharmacien à une époque où on nous interdisait la vente des seringues. Les seringues, pour avoir des seringues, il fallait donner sa carte d'identité et il fallait inscrire sur l'ordonnancier. Vous imaginez, si vous êtes usager de drogue, dire bonjour, je viens prendre des seringues. Moi, donne-moi votre carte d'identité. Non, ça ne marchait évidemment pas. À l'époque, avec mes patrons, on a dit on va vendre des seringues parce qu'on sait que c'est le seul moyen d'avoir de diminuer les risques de contamination, sachant qu'à l'époque, nous avions, à la pharmacie où je travaillais, un cabinet médical infirmier qui était à côté, et qu'à 19h, l'infirmier sortait sa poubelle avec toutes les seringues qu'il avait utilisées toute la journée, et qu'à 19h15, la poubelle était vide parce qu'il n'était pas passé des poubelles, mais il était passé des personnes qui venaient chercher des sacs et qui allaient réutiliser ces seringues. Donc devant ça, au prix de la seringue, qui coûtait 1 franc, 15 centimes d'euros maintenant, c'était pas ça qui était problématique. Donc on avait décidé, dans un petit village balnéaire à 19 km de Marseille, de vendre ces seringues. Et peu de temps après, l'arrivée de Michel Barzac au ministère de la Santé, donc en 86, au moment de la première cohabitation, c'est ce qui a été possible, la vente libre des seringues, avec la possibilité de faire la publicité sur les préservatifs. Ça va paraître complètement hallucinant, mais la publicité sur les préservatifs était interdite en France jusqu'en 1986-87, parce qu'on était dans une politique nataliste et que faire de la publicité sur le préservatif, ça risquait d'empêcher de faire des bébés. Bon, c'est ce que pensaient les politiciens de l'époque. La réalité, c'est qu'effectivement, donc, avec un certain nombre de personnes qui étaient concernées par l'usage de drogue, etc., un collectif s'est créé, comme les collectifs actuels sur la refonte du système hospitalier, et qui s'appelait « Limiter la casse ». C'était très descriptif, donc limiter la casse, et donc du coup, c'est des gens qui ont revendiqué et qui ont dit « nous ne laisserons pas parler à notre place ». C'est la base de la démocratie sanitaire. Ce qui nous a sauvés par rapport au coronavirus, c'est qu'à l'époque, les politiciens, eh bien, ils s'en foutaient de nous. Donc, c'est-à-dire que grosso modo, il n'y avait pas de quoi que ce soit qui descendait de l'Élysée ou de Matignon en disant faites ci, faites ça. Il n'y avait aucune prise de parole
Pendant 7 ans, il n'y a eu aucune prise de parole sur le VIH, quasiment, sur la prévention. Et donc, du coup, les lois n'existaient pas. Donc, comme les lois n'existaient pas, personne n'avait à détourner la loi, puisque de toute manière, elle n'existait pas. Et c'est plutôt les mouvements associatifs, dont Aide fait partie très tôt, puisque elle a été la deuxième association à être créée après Vaincre le sida, qui a disparu très très vite. Donc, elle est restée pendant plusieurs années seule structure associative importante. Puis après est arrivé quelques années plus tard ACT UP, à dire un certain nombre de choses de la communauté pour la communauté. C'est-à-dire qu'on a fait avec les personnes et pas pour les personnes, et ça c'est capital de pouvoir dire ça. C'est les bases, le principe même de la démocratie sanitaire, presque de la période préhistorique, c'est exactement ça. Donc après, c'est comment est-ce qu'on a traduit ça? Après, la proximité avec certains politiciens, ministre de la Santé, Bernard Kouchner, etc., ont essayé d'écrire dans le marbre des lois, donc, et faire un cadre très précis à la démocratie sanitaire. Un cadre qui est parfois étranglant, puisque du coup, après, il y a la nécessité de la validation par les ARS, de certaines personnes, certaines structures associatives, alors qu'à l'époque de la Chienlit, comme aurait dit le général de Gaulle, il y avait quelque chose qui se faisait. Alors ça se faisait parfois de façon turbulente et bruyante, mais ça se faisait, et ça se faisait dans le bon sens, parce que de toute manière, les gens qui parlaient, c'est ceux qui allaient mourir. Et ils étaient partie prenante pour ça. Ils étaient conscients qu'ils allaient mourir, ils étaient conscients qu'ils pouvaient peut-être apporter quelque chose. Parfois ça délirait, parfois c'était de l'hystérie, mais ça apportait beaucoup, beaucoup de choses. Et ils étaient aussi reconnaissants de ceux qui faisaient et qui n'étaient pas forcément de la communauté. Françoise Barré-Sinoussi, qui a découvert le virus en France, donc qui est prix Nobel de médecine pour ça. En 83, elle a découvert le virus, et puis en 83, fin 83, elle est à l'hôpital général de San Francisco. Et elle va visiter l'hôpital général de San Francisco. Et là, elle passe dans une chambre, il y a un malade qui la voit, et on lui a dit qui c'était. Et dans un souffle, il lui dit merci. Et Françoise est très interrogative, gênée, émue. Elle dit mais merci, mais pourquoi quoi? Donc elle dit ouais, vous savez bien, mais pas merci pour moi parce que moi je vais mourir, mais merci pour les autres. Et elle n'était pas membre de la communauté. Le lendemain, cette personne est morte, donc elle était complètement bouleversée par cette histoire, mais ça impliquait que la communauté se diffusait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était pas limité à tu as des pratiques ou quoi que ce soit, mais la communauté était plus élargie parce qu'il y avait une communauté de valeurs, une communauté d'envie de changer les choses, et c'est là aussi que ça s'est construit. C'est sur des valeurs, sur des envies que s'est construit cette démocratie sanitaire. Mais moi, l'idée d'y mettre un nom, c'était presque la fin. C'est parce qu'effectivement, dès qu'on écrit quelque chose comme ça, alors que ça nécessite plus de rage, parce que Aide et la lutte contre le sida, c'est vraiment construit sur la rage des personnes qui savaient, sans aucun ménagement, qu'elles allaient mourir. Donc il n'y avait pas de doute. Hein, donc jusqu'en 96, être séropositif avant 96, le découvrir, ça voulait dire à plus ou moins long terme une mort certaine. Donc l'arrivée des antiprotéases et des trithérapies en 1996 a complètement bouleversé la donne, et tant mieux. Et je reproche à personne de ne pas avoir connu ça, évidemment pas. Je veux dire. Donc je ne suis pas en train de larmoyer sur le passé, juste d'être descriptif. Donc cette démocratie, c'est l'étape -1 de ce qui peut se passer maintenant. Et comment est-ce qu'il faudrait refondre pour le coup la participation? Parce qu'avoir une personne qui a été ou formée ou pas formée, validée ou pas validée d'une structure qui est ou qui n'est pas représentative, dans un conseil d'administration où on lui passera la parole 2 minutes 37 en clôture d'un conseil d'administration, où de toute manière le président ou la présidente du conseil d'administration est médecin ou a une blouse blanche dans sa tête s'il la porte pas ce jour-là, en tout cas un beau costume, fait que de toute manière ça met les gens dans une situation qui est assez facile à décrire. L'alternative, c'est soit je vais dans le bon sens
C'est-à-dire que je vais avec eux, je dis la même chose, parce que soit je suis le chieur de service et je vais être de manière jamais écoutée, et on dira, bah, disons, en nous posant la question à notre malade, qu'est-ce que vous en pensez? Et ça ne changera rien. C'est comment est-ce qu'on peut faire, avec les institutions et avec le champ d'action de la loi, faire changer les choses pour qu'il y ait plus de place pour les personnes qui vivent les maladies, qui vivent l'hôpital, qui vivent la vie, et pour que ça soit le plus adapté possible. Là, je vais me coucher. Tu voulais poser une question de suite ou oui, Oui, par rapport à ça. J'arrive pas très bien à me rendre compte du coup. Comment dire, si c'est les médecins et les soignants qui peuvent donner la vision. Comment, enfin, je ne sais pas trop comment m'exprimer, mais concrète des soins. J'arrive pas à imaginer. Du coup, le patient, qu'est-ce qu'il pourrait dire, en quoi, enfin, je ne sais pas si vous avez. Je crois que j'ai compris. Chacun doit avoir son rôle. C'est-à-dire que quand on est à la faculté et quand on apprend la médecine ou la pharmacie, on nous apprend le fonctionnement du corps. On nous dit que si on a mal à l'estomac, on va voir tel truc. Si on a mal si on est déprimé, on va voir un psychanalyste ou un psychiatre et on va ou parler ou prescrire quelque chose, etc. Celui c'est pas celui qui prescrit, c'est pas celui qui prend. Alors pour le coup, je vais prendre un exemple de la psychiatrie, mais très simple, c'est que fut un temps, on pouvait prescrire des antidépresseurs. Et on en prescrit toujours. Enfin, dans les premières vagues des premiers antidépresseurs, ils avaient parfois certains effets secondaires. Un effet secondaire assez connu, c'est que quand on a une érection, on n'arrive jamais à éjaculer avec un des antidépresseurs. Eh bien, les médecins, les prescripteurs, pas tous, mais 85%, ne disaient jamais ça à un gars à qui on prescrivait. Alors, il y a beaucoup de filles autour là, mais enfin il y a quelques garçons, mais vous imaginez la situation où le garçon, même tout seul, qui essaie d'arriver au bout de ce qu'il a envie de faire et qui n'en sort jamais. Il est déjà déprimé. Là, il va se faire un tennis elbow. Donc vous voyez, bon, c'est un exemple pour faire rire, mais c'est que je pense qu'ensemble, on connaît mieux les besoins des uns et des autres. On a le savoir-faire de la faculté et de l'homme de l'art, des hommes et des femmes de l'art. Et puis, il y a la connaissance du terrain, de ceux qui prennent et qui sont ceux à qui on a prescrit quelque chose. J'étais au Burkina Faso il y a une quinzaine d'années, et dans un petit village, il y avait une structure associative qui avait été... à qui on avait construit, Medicus Mundi, c'est des médecins du monde d'Espagne, avaient construit un super lieu pour leur association, et c'était génial. Et je dis, quand même, c'est vrai, ils font un super boulot, comme c'est très bien, tout le monde était très content. Et à un moment donné, je dis, excusez-moi, vous avez des toilettes? Et là, il fait, ah, c'est le problème. C'est le problème. Il me dit, ils ont oublié les toilettes. Pour vous replacer l'histoire de la lutte contre le sida et des premiers traitements ou pas de traitement, un effet secondaire des traitements à soins était la diarrhée profuse et un effet du VIH était aussi certaines diarrhées. Donc on avait nos amis burkinabés qui allaient dans le champ d'à côté et qui se faisaient canarder par les voisins qui savaient que c'était des personnes séropositives qui sortaient, etc. Eh bien, une structure, alors ce n'était pas des médecins, enfin Medicus Mundi, il y a d'ailleurs des médecins quand même, des gens qui sont venus avec toute leur bonne volonté, sont venus construire quelque chose et ont juste oublié les toilettes. Un peu déterminant quand même. Donc, je veux dire, c'est que on peut être homme de l'art si on n'a pas celui qui est sur le terrain et qui connaît ses effets secondaires, comment on vit la pathologie, comment on vit la maladie. C'est pas suffisant d'avoir la blouse blanche, le stéthoscope autour du cou pour que ça fonctionne. Dans le soin, ça fait 50%. Honnêtement, l'accueil du médecin ou du pharmacien, ça fait beaucoup. Mais c'est pas tout. C'est-à-dire que c'est pas suffisant si on ne connaît pas la souffrance de l'autre. Et ensemble, on peut apprendre. Et c'est ça la démocratie, c'est échanger sur des sujets où on n'est pas forcément tous les experts de la même façon. On n'a pas le même point de fuite, grosso modo, pour reprendre du dessin. Mais selon où on se place, on va avoir des positionnements différents qui vont nous permettre de construire une réponse adaptée. Et la réponse adaptée, c'est pas de dire le médecin n'est pas bon,
où place aux patients, la voix aux patients. Non, c'est ensemble qu'on construit quelque chose. Et la démocratie, c'est justement qu'il y ait tout le monde qui soit représenté, et pas seulement qu'il y en ait un qui l'emporte sur l'autre. Comme on faisait en 50, où on disait le patient est un incapable. Moi, quand j'ai lu ça, je te l'avais envoyé, tu as dit c'est un peu vieux. À la fois, c'est un peu vieux, mais c'est pas si vieux que ça. Et effectivement, il y avait des camps retranchés. C'est-à-dire que, grosso modo, il y avait le sachant, et puis celui dont on va s'occuper gentiment, et surtout s'il n'ouvrait pas, ce serait quand même beaucoup mieux. Donc la révolution SIDA, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, c'est qu'on a dit, excusez-moi, mais pour plusieurs raisons. Les patients étaient jeunes, une grande majorité des patients étaient très jeunes, et les médecins qui arrivaient, les assistants, chefs de clinique, etc., avaient leur âge. Moi, je suis assez proche de Christine Catlama, qui est professeure de médecine à Paris. Elle avait 30 ans à cette époque-là, et il y avait des soirées, elle me dit, il y avait des soirées où j'allais dans 5 chambres, parce qu'il y a eu 5 morts en même temps. Et ces 5 morts, ils avaient mon âge, grosso modo. Donc ça change évidemment la vision des choses, parce qu'avant, il y avait des mandarins qui arrivaient, qui faisaient leur tournée, leur visite, et qui étaient suivis par des externes, internes, etc., qui étaient en randonnion et par grade. Et on disait alors il a fait quoi, et on parlait de la personne comme si elle n'était pas là. Donc c'est ça qui a dû changer à un moment donné, parce que les patients n'étaient pas des patients habituels. Et du coup, ça a permis aussi d'une émulsion qui s'est construite et qui a permis certainement en partie de changer dans un premier temps. Moi, je peux me permettre, peut-être tu n'as pas parlé, c'était quand même, il y avait quand même beaucoup de discrimination, donc là je pense que c'est très important, discrimination sociale et tout ça, qui a fait aussi qu'il y a eu une espèce de levée de bouclier de cette fameuse communauté en elle-même. Et effectivement, ce que tu dis, ce qui est super important aussi, c'est l'idée de la démocratie, ce qu'on appelle démocratie sanitaire. Ça serait intéressant de savoir quand est-ce que ce mot-là a été prononcé pour la première fois, parce que comme tu le dis toi-même, je ne pense pas d'où ça sort en vérité. Bon, c'est quand même, effectivement, c'est la mise en commun de savoirs différents. Certes, il y a le savoir médical, ceci étant, dans le domaine du VIH, les médecins ne savaient rien du tout, absolument rien, ils étaient aussi paumés que les patients. Voilà. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir aussi comment il y a eu des rencontres, il y a eu des conflits, mais aussi des rencontres entre médecins et patients. Et en fait aussi, c'est que c'est la volonté des patients de s'approprier leur maladie, s'approprier de comment ils vont être soignés, vouloir participer aux essais thérapeutiques, vouloir exactement connaître comment ça se passe ici là, et avoir un savoir sur eux et sur leur maladie et sur les traitements qui est absolument qui est hyper importante. Et c'est aussi ça la démocratie. Parce que c'est aussi le partage de connaissances et de savoir. La rencontre a été importante avec les médecins, surtout dans la première phase, puisqu'effectivement, la première phase, les médecins n'avaient rien. C'est-à-dire qu'ils arrivaient, 81, je vous ai dit 5 juin, le MMWR, les premiers articles, le jour même, ce jour même là, du 5 juin, Willy Rosenbaum, qui est donc un des cliniciens qui a le plus travaillé sur le VIH au début, il reçoit une personne, il avait lu l'article qui décrivait, je crois, des pneumocystoses ou du Kaposi, et il voit la même chose. Il dit, mais j'en ai un. Donc il dit, ça c'était aux États-Unis, mais c'est en France aussi, quoi. Donc il y avait quelque chose comme ça. Sauf qu'il n'avait rien. Une fois qu'on avait ça, il dit, il y a quelque chose de nouveau, on n'a pas de nom. On ne sait même pas si c'est un virus, on ne sait pas comment ça évolue, on ne sait pas comment ça se transmet. Personne ne savait rien. De 81 à 1996, où il y a eu des traitements, il s'est quand même passé 15 ans, et pendant 15 ans, les médecins avaient besoin de soutien, parce que, à part les psychiatres qui peuvent accompagner la mort parfois, je veux dire des autres, les médecins, ils sont là pour soigner. Et dès qu'on leur dit, j'ai pas de traitement, alors il y en a quelques-uns qui essaient de trouver des traitements à tout. On a vécu ça à Marseille, hein, et il fallait trouver l'eau bénite presque, ou l'équivalent. Enfin, ça commençait par hydroxy, ça faisait par quine. Mais la réalité, c'est que le traitement, un traitement qui marche, c'est assez facile. Hein, donc vous avez quelque chose, vous le prenez, vous n'avez plus rien. Donc c'est un peu simple. Et ça, c'est reproductible que vous chantiez la Marseillaise en ouzbek sur une table ou pas. Donc vous preniez du pastis avec ou pas. Donc la réalité, c'est qu'il n'y avait pas de traitement et que donc du coup les médecins avaient besoin de personnes pour les accompagner, pour aider et pour aiguiller et orienter les personnes séropositives, les malades, sur des gens qui allaient s'en occuper mieux qu'eux, parce qu'ils étaient complètement déboussolés. Donc il y a eu une prise de pouvoir des structures associatives et des personnes elles-mêmes, puisque la plupart des personnes qui étaient dans ces structures étaient concernées directement ou affectées ou infectées. Et puis il y a eu la difficile retour du pouvoir médical
Parce qu'en 96, finalement, on a un traitement, c'est facile, on va pouvoir prescrire, et c'est bon, on n'a plus besoin de vous. Mais sauf qu'il s'était passé 15 ans et que les choses ne sont pas faites comme ça. Et on a effectivement construit ce début de démocratie sanitaire un peu dans la loi qui a permis d'établir qu'il devait y avoir des représentants des patients et des malades dans certaines institutions, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans les essais thérapeutiques, à l'Agence nationale de recherche sur le sida ou ailleurs. Donc c'est ça qui a fait ça. Et effectivement, la discrimination a été aussi un élément qui a été moteur pour les gens de se dire, bon, ça va, tous les jours... Il faut quand même voir que dans les hôpitaux, dans les années 83-84, on passait les plateaux sous la porte. Hein, et les gens rentraient, comme maintenant avec les scaphandres, avec le corona, mais sauf qu'il y a une réalité actuelle qui est que la transmission est aéroportée, ce qui n'était pas le cas du VIH. Hein, je veux dire, dans le VIH, on sait très bien, on a su très tôt quels étaient les modes de transmission. Et à part Jean-Marie Le Pen qui pensait que la sueur et les larmes pouvaient transmettre, personne n'a jamais pensé qu'on pouvait avoir une transmission autre que sexuelle ou sanguine, ou de la mère à l'enfant, mais qui est une sorte de transmission sanguine. Donc, et au début, c'était assez compliqué. Des gens se sont suicidés. Enfin, c'était quand même quelque chose qui était redoutable. Donc tout ça fait que les gens n'ont pas voulu se laisser faire et mourir sans réagir. Il fallait agir pour survivre. Je sais pas, mais si on fait le parallèle avec aujourd'hui, on voit bien la grande différence. D'ailleurs, ça a été largement... je sais pas si il n'y a eu aucune démocratie dans la prise en charge du Covid en ce qui concerne le Covid. Rien, absolument rien. C'est-à-dire que la parole des usagers, la parole des patients, n'a jamais été prise en compte. Jamais les politiques de prévention, les politiques de dépistage. Il n'y a jamais eu aucune consultation de la population, jamais. Ça a été décidé par des experts et décidé par le gouvernement. Donc c'est la raison pour laquelle on pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie la démocratie sanitaire? Si vous voulez, on pourra revenir tout à l'heure sur ce qu'on appelle aujourd'hui démocratie sanitaire, hein, parce que c'est-à-dire en fait c'est devenu à travers les lois qui ont été promulguées, les lois de Kouchner en 2002 et tout ça. Maintenant, ce qu'on appelle démocratie sanitaire, c'est ce qu'on appelle des représentants d'usagers dans les différents établissements de santé et les différentes instances type l'ARS et tout ça. Mais qui sont ces représentants d'usagers? C'est complètement ubuesque, c'est-à-dire que ce sont des gens qui font partie d'associations liées à des pathologies, ce qu'on veut, et qui sont la plupart du temps labellisés par une association des associations qui s'appelle France Asso Santé. Et donc, en fait, ces 10 représentants d'usagers doivent donc, un, faire partie d'une association, et deux, ils sont désignés par l'ARS et par les directeurs d'hôpitaux ou les différents établissements de santé. C'est-à-dire où elle est où la démocratie? Il n'y a aucune élection de rien, il n'y a aucune représentation. Et ces gens-là sont supposés représenter les usagers lambda. Et donc, bien évidemment, quand vous avez été coopté par le directeur de l'ARS ou que par le directeur de l'hôpital, qu'est-ce que vous avez... D'abord, qui vont représenter quoi, et comment vous allez, ce que tu disais tout à l'heure, vous positionner pour avoir une position qui puisse être différente de la position du pouvoir. Donc on en est là aujourd'hui, c'est ça la démocratie, ce qu'on appelle démocratie sanitaire aujourd'hui. Et avec la crise du Covid, peut-être que tu pourras dire 2 mots en ce qui concerne la psychiatrie, parce qu'il y a aussi d'autres choses importantes, intéressantes qui se passent dans le domaine de la psychiatrie. Donc aujourd'hui, en matière de santé tout court, hein, parce qu'à la limite on peut enlever ce mot de démocratie sanitaire, mais démocratie en santé, puis même démocratie tout court, on voit bien que dans le cadre du Covid, ça a été complètement absent. Voilà, complètement absent. Et donc il y a vraiment des questions à se poser. Et je dirais que par rapport, si on compare le sida et le corona, on en vient à regretter le mutisme de l'État. Parce que l'absence de participation de l'État dans le début du VIH a permis à plein de forces de réagir. Pour l'histoire du corona, nous on a essayé quand même, on a écrit des tribunes un peu de partout, on est plutôt bien placé, enfin Jean-François Delfrécy a été directeur de la NRS, Françoise Barré-Sinoussi a découvert le virus avec le prix Nobel, et tous ces gens-là sont dans le VIH. Ils ont passé leur temps à dire à l'État et au président de la République, il faut avoir et tenir compte de la société civile, et le problème c'est que le président de la République est très jeune. Donc l'histoire de la... il n'est pas que très jeune quand même. Non, mais il est très jeune, il est entouré d'encore plus jeunes que lui. Donc ce qui est un peu compliqué, parce que lui faire repartir sur l'idée de comment ça, on a vécu ça
dans le VIH, c'est quand même un peu compliqué parce qu'il ne l'a pas connu. C'est pas sa faute, il n'y est pour rien. Donc, mais la réalité, c'est que c'est assez compliqué de se dire, bah oui, alors c'est pas difficile, on va faire venir machin truc, à des représentants d'un truc, et c'est la société civile. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas comme ça. Et beaucoup de gens autour de lui ont essayé de faire agir là. Il y a visiblement une incompréhension assez forte sur ce sujet-là. Et la réalité, c'est qu'un an après, il n'y a toujours pas de participation, d'organisation et de sollicitation d'une certaine société civile plus large. Mais c'est pas que l'État, hein, c'est compliqué de partout. Hein. On voit qu'un peu de partout, ça met du temps à mettre des conseils en place, etc. Donc, oui, parce que... Pardon. J'ai une petite question par rapport à cette chose des associations et des personnes et de la prise de pouvoir par les personnes qui étaient obligées de réagir face au mutisme de l'État et qui étaient contaminées. Concrètement, peut-être j'ai raté un truc, mais ça s'est passé comment? Il y a un savoir qui s'est développé, il y a des soins, des choses qui sont un peu autonomes, qui sont développées et qui nous trouvent des communautés qui maîtrisaient un sujet que mais concrètement, comment en fait du coup, alors concrètement, en fait, il n'y avait pas du tout, alors qu'il y avait un vide. Il n'y avait rien, mais la France n'était pas, pas un seul pays. Il y en avait qui étaient un peu précurseurs, et en tant il y avait les États-Unis et la Grande-Bretagne, puisque les États-Unis avaient été touchés plus précocement. Et la première chose qu'a fait Daniel Defer, donc le fondateur de AID, c'est qu'il a passé un certain nombre de semaines aux États-Unis et en Grande-Bretagne pour voir ce qui était déjà fait. Et en Grande-Bretagne, il y avait une association qui s'appelait le Terence Higgins Trust qui existait déjà dans le passé. Et aux États-Unis, le Gay Men's Health Crisis, qui ont été des modèles d'organisation communautaire, de lutte contre le sida. Il y avait un autre projet qui s'appelait Shanti Project, qui était l'accompagnement, mais plus sur l'accompagnement psychologique, donc qui a été mis en place. Et donc, du coup, il y a eu toute une série de questions qui sont mises à l'ordre du jour sur à la fois la viro, la transmission, etc. Et du coup, les personnes sont allées solliciter des experts. Donc Daniel est allé rencontrer Françoise Barré, est allé rencontrer Willy Rosenbaum, et très vite a fait rencontrer des experts et des patients, entre guillemets. Et des patients qui sont... Moi, j'aime pas le terme de patient expert, hein, donc, parce que c'est pas pour dire il faut plus d'experts de tout le temps pour transposer le patient en patient expert. Alors pour le coup, on est juste des citoyens. Et moi, par exemple, je suis pharmacien, et dans AID, etc., j'ai jamais voulu être impliqué dans tout ce qui était thérapeutique, parce que c'était mon métier. Je veux dire qu'à un moment donné, j'avais autre chose à développer, essayer de développer, plutôt que de dire, alors comme je suis pharmacien, moi je vous dirais, donc ça va aller, je vous explique, la molécule en alpha de bromure, c'est n'importe quoi. Si c'est substituer un expert par un autre, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est important, c'est que chacun vive, que je peux parler de ma séropositivité, comment je l'ai vécu, comment, etc. Et ça peut croiser mes études pharmaceutiques, mais c'est juste le plus. Ce qui est important, c'est comment je vis la séropositivité pour aide. Et donc du coup, ça s'est construit comme ça, c'est qu'on a eu une interpénétration avec des experts qui sont devenus parfois membres de l'association, qui ont été membres du conseil d'administration, qui ont apporté, à l'heure actuelle, Dominique Costagliola, que vous voyez souvent sur les réseaux sociaux, qui est épidémiologiste à Paris, elle est membre du conseil d'administration de AID, par exemple, elle l'est toujours. Dans le passé, Françoise Barré l'a été. Et c'est comme ça que les gens se sont formés. Mais ils sont formés pas pour devenir experts, mais pour pouvoir poser des bonnes questions aux bonnes personnes et pouvoir, eux, apporter leur vécu. Donc, parce que si on va rencontrer un laboratoire comme Gilead, et je prends le terme Gilead parce qu'il a le médicament qui soigne l'hépatite C, et le Truvada qui fait à la fois le soin pour VIH, mais aussi la prophylaxie, la PrEP, ce qu'on appelle la PrEP, la prophylaxie de pré-exposition. Eh bien, quand on a un laboratoire et qu'on a un médicament qui coûte un certain prix, et qui va tomber dans le domaine public, à un moment donné, on va dire, tiens, on va changer le petit atome qui existe en alpha, et si on met, à la place de mettre du fluor, on met du brome, il aura moins d'effets secondaires. Si en face, tout le monde dit, c'est très bien, s'il y a moins d'effets secondaires, c'est bien pour les patients. Mais s'il y a des patients qui disent, attends, les effets secondaires,
On ne les vit pas, ils n'existent pas réellement. C'est un cas sur 100 000. Et vous mettez ce nouveau médicament parce que vous allez le vendre 1 000 € alors que celui-là, il coûte maintenant 50. Et que du coup, c'est pour ça. Donc, la guerre, c'est pas de dire Big Pharma, c'est notre ennemi. C'est comment est-ce qu'on dompte l'ennemi, entre guillemets, pour avoir des traitements. Parce qu'on a besoin des traitements pour vivre. Donc, on ne va pas les faire sur la cuisinière rosière le soir, nous-mêmes. Mais on a besoin de ça. Mais comment est-ce qu'on dompte les Big Pharma pour avoir des bons traitements au bon prix pour toutes les personnes, ici et ailleurs? Peut-être Alain, si tu veux parler un peu de ça. Oui, enfin peut-être qu'il y a quand même pas mal d'échanges, hein, parce que l'idée c'est que la parole circule, donc, mais c'est vrai que là c'est important l'histoire et ce que sur Macron, de ne pas lui reprocher effectivement parce qu'il est trop jeune, ce qu'on peut lui reprocher c'est d'être dans le courant de la société actuelle où on n'est que dans l'instant et en dehors de ce que le problème qu'on perçoit, avant il n'y avait rien, l'histoire n'existe pas, quoi. Donc bien sûr, tant mieux pour lui s'il est jeune, je veux dire, mais ça ne veut pas dire que le monde commence avec lui. Je veux dire. Et ça, je pense que c'est important justement, et c'est ça le point commun, je veux dire, ce qui a été dit fort bien aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas penser à la place de l'autre. Et à un moment donné, je veux dire, c'est dans l'échange que les choses peuvent effectivement apparaître. Et ce mot de démocratie sanitaire, comme tous les mots, quoi, hein, je veux dire, il faut voir ce qu'on y met derrière. Et là, actuellement, la démocratie sanitaire, c'est uniquement la représentation des usagers dans l'organigramme, l'organigramme, hein, pas dans le fonctionnement, dans l'organigramme de l'hôpital. Donc, et c'est, bon, je connais en psychiatrie, c'est vrai que les associations de familles et de patients étaient à un moment donné très, très présentes, et donc j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux, et ils se posaient la question, j'y vais pas. Toujours pareil, hein, je veux dire, ça sert à rien. Oui, mais si j'y vais pas, il faut que... Bon, voilà, éternelle question. En tous les cas, ils ont perçu que parfois c'est un alibi, quoi, hein. C'est-à-dire simplement, ça va, on a notre usager de précaution, mais il sert à rien. Donc, c'est comment, effectivement, on la fait vraiment vivre, cette démocratie. C'est-à-dire, parce que ce ne soit pas qu'un mot. Et avec cette idée, effectivement, c'est ce que dans le collectif interhôpitaux là, actuellement, je veux dire, il y a eu ce fameux réunion à Ségur, là, où il y avait 4 piliers. Le premier, c'était les rémunérations, enfin, parce que c'est pour l'alpha et l'oméga, toutes les solutions actuellement, c'est l'argent, hein, bien sûr. C'est la seule valeur humaine qui est... Vous avez entendu parler du Ségur de la santé ou pas? Voilà, il faut surtout, justement, quand c'est comme ça, hein, je veux dire stop, je ne sais pas ce que c'est que Ségur de la santé. Je veux dire, parce que, donc, en 2 mots, c'est comme ça a un peu réagi dans le monde hospitalier, et donc le gouvernement a mis en place ce qu'il a appelé Ségur, parce que Ségur, c'est l'adresse du ministère de la Santé. Ségur. Voilà, donc c'est l'adresse, donc comme ils appelaient ça le Ségur. Après ils ont fait un équivalent Ségur, je ne sais plus pour quelle profession, enfin voilà, pour les policiers, là, je veux dire, on met le Beauvau, voilà, hein, je veux dire, ils essaient de rappeler le fameux Grenelle de après 68, hein, où c'était effectivement là des vrais accords qui avaient été obtenus. Donc voilà, c'était le Ségur de santé qui allait effectivement entendre enfin, hein, ce cri d'alarme qui est poussé depuis X années par les personnes qui sont autour du soin, et j'inclus bien sûr les usagers. Et donc il y avait 4 piliers. Le premier, c'était effectivement l'attractivité à l'hôpital, puisque tout le monde s'en va de l'hôpital vu les conditions d'exercice. Après, il y avait effectivement sur ce qu'on appelle la gouvernance, c'est comment fonctionne l'hôpital. Les décisions, oui, voilà, et comment on oriente les soins, enfin, quelles décisions, hein, qui sont prises. Après, il y avait sur la territorialité, et le 4e, évidemment, je l'ai oublié, mais il y en a qu'un qui a été retenu, c'était les avancées salariales. Et il ne faut pas le négliger. C'est vrai qu'il y a eu des avancées au niveau des rémunérations, hein, des professions paramédicales, et médicales, il y en a eu aussi, mais pas dans les mêmes proportions. Donc oui, ça a été positif, hein,
Peut-être rappeler quand même que les rémunérations et les suppléments de rémunération qui ont lieu, c'est quand même pour certaines catégories de personnel, et surtout parce que la France est classée en termes notamment de rémunération des infirmiers quasiment parmi les derniers pays de l'OCDE, quand même, il faut savoir ça quand même. C'est-à-dire que et que pour le moment on n'a même pas rattrapé. On a la moyenne. Et ce secteur s'est passé juste après le premier confinement où on applaudissait. Hein, ah oui, donc ils ont pensé que quand même les applaudissements c'était une rémunération suffisante. Et après ils ont eu des médailles aussi. Voilà. Mais après, voilà, c'est des vraies questions, tout ça. Hein. Quand on a remis les médailles, les personnes qui ont eu la médaille, est-ce qu'elles allaient y aller ou pas y aller, enfin, parce qu'à un moment donné, le ridicule tue pas, donc heureusement. Et donc, je pense que il y a vraiment des vraies questions qui sont posées. Et dans ce Ségur, il y avait cette question de la gouvernance hospitalière. Comment on fait fonctionner l'hôpital et le système de santé. Et c'est là où je pense que c'est très intéressant, là, ces rencontres, là, je veux dire, parce qu'il n'y a pas de modèle génial déjà qui est préétabli. Enfin, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Mais c'est parce que c'est compliqué qu'il faut effectivement laisser tomber. Je crois que voilà, il faut se rencontrer et pour que les prises de décision aillent dans le sens du soin et non pas comme actuellement. Donc si on pouvait résumer la réunion de la semaine dernière pour ceux qui n'étaient pas là, c'était que c'était uniquement la question financière qui prévaut dans toutes les décisions qui sont prises. L'objectif, c'est de faire des économies, et de diminuer les dépenses de santé, quoi. Le coût des dépenses de santé. Donc, je veux bien sûr qu'il faut bien qu'à un moment donné, on puisse financer, je veux dire, les projets, tout ça, enfin, que la question financière soit là, mais qu'elle soit première et l'unique l'alpha et l'oméga de ces décisions. Et bien ça, on est quelques-uns à pas être d'accord. Ouais, c'est ce qui est important de dire quand même par rapport à ailleurs. Là, on est en train un peu de dévier, mais en même temps, c'est quand même de la démocratie que de parler de tout ça. C'est que concernant l'hôpital, ce qui a été retenu et ce qu'on a bien dit la semaine dernière, c'est que la disparition du service public hospitalier est programmée par le gouvernement. C'est pas, on n'a pas assez de sous, on ne sait pas comment faire, c'est que c'est programmé depuis des années de faire disparaître le service public hospitalier. Donc c'est-à-dire que là, c'est complètement en train de se désagréger. Tout le monde est en train de partir, les infirmiers en particulier n'en peuvent plus saturer. Le gouvernement n'a absolument pas augmenté les moyens de travail, ne prend pas en considération les revendications des soignants, et c'est complètement voulu. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent, c'est que c'est complètement voulu. Donc ça aussi, c'est important à prendre en considération. Donc c'est aussi pour ça que c'est une vraie question citoyenne, c'est-à-dire que est-ce qu'on veut garder un service public hospitalier en France et lequel, quoi. Voilà. Et c'est une vraie question démocratique. Parce que c'est la société qui doit le décider, ça. Je veux dire, bien sûr que les soignants, ils ont leur place pour le traitement, tout ça, etc. Oui, il y a une formation, il y a un savoir. Mais après, sur les orientations, je veux dire, si de l'hôpital, c'est la société, je dirais. Et on peut paraphraser ce qui avait été dit à une époque sur l'armée, hein, que la défense d'un pays, c'était trop sérieux pour la confier aux militaires. Je pense que la santé, c'est trop sérieux pour la confier qu'à des soignants. Je veux dire, la santé, ça concerne effectivement la population. Et ça, c'est quand même important, justement, que la population se manifeste. Et c'est vrai que c'est pas forcément simple. Non, c'est compliqué. Alors, on voit même pour les soignants, je ne sais pas si je peux faire, mais pour les soignants, c'est même compliqué d'aller vers la population, si je puis dire, et d'essayer de créer. C'est pour ça que c'est intéressant qu'on puisse essayer de créer des ponts. Parce qu'en fait, moi, qui suis très proche du collectif interhôpitaux, je vois bien pour eux, ils ont toujours ce mot, excuse-moi, hein, mais ce mot à la bouche d'usager, mais en vérité, ce qu'ils attendent, c'est simplement que les gens soient là à leur dire oui, on vous soutient. Mais nous, on n'a pas envie de dire oui, on vous soutient. Nous, on a envie de dire mais de quoi on parle, de quel hôpital on parle, pour quels soins, pour quel service. Et ça, dès que vous commencez, et c'est pour ça qu'il y a un vrai travail des deux côtés à faire, hein, dès que vous commencez à leur dire ça, à leur dire non mais moi j'ai pas envie de dire oui, je te soutiens, vas-y, t'as raison. Non, moi j'ai envie qu'on parle de quoi il s'agit. Et alors là, souvent il y a des braquages. Oui, souvent il y a des tensions qui se créent parce que, mais je pense que c'est lié au fait que c'est en sorte un service public, et notamment hospitalier, c'est la rencontre d'un public et de ceux qui font le service public. Et donc l'enjeu il est là, quoi. Comment on se rencontre? Et c'est pour ça que la dernière fois on disait ce qui s'est passé dans le domaine du VIH, effectivement il y a l'idée de cette communauté. Qu'on le veuille ou non, il y a une communauté discriminée, homosexuelle, en usage de drogue, travailleurs du sexe. Bon.
Mais il y a eu cette communauté. Et donc quand même, et des gens qui se connaissaient entre eux, et qui se soutenaient entre eux, et qui créaient des solidarités entre eux. Qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. Là, comment on fait, quoi? C'est quand même une vraie question, c'est comment on fait. C'est-à-dire que, comment on crée une démocratie en santé, en tout cas, à partir du fait si on n'a pas ce lien, cette notion de communauté. Moi, Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, très bien. Parce que je veux dire la différence entre le coronavirus et le VIH, c'est que là, on a bien senti dans le VIH, effectivement, qu'il y a des gens qui ont pris en main leurs problèmes, quoi. Parce qu'au départ, je veux dire, tout le monde disait, c'est pas moi, ça ne me concerne pas, hein, et donc ça ne motivait pas forcément les gens. À un moment donné, les personnes qui étaient atteintes elles-mêmes ont dit, mais voilà. Et on l'a bien senti, ça, ils se sont pris en main, c'est ça qui est important. Se prendre en main. Et c'est dans l'association, c'est ça qui est très important. Dans l'association, on est adhérent. On n'arrive pas avec son statut professionnel, on est adhérent et on est tous à la même place. Et je veux dire, ce que révèle pour moi, je veux dire, le coronavirus, c'est pas tellement... dans le VIH, il y avait vraiment une mobilisation qui allait permettre une prise en charge, etc. Là, dans le coronavirus, je ne sais pas si une démocratie, entre guillemets, pourrait permettre d'améliorer les choses, mais je trouve que ça révèle, en tous les cas, le coronavirus, c'est effectivement l'état d'élabrement du système de santé. Parce qu'effectivement, les gens se sont rendus compte que c'est parce qu'on a pris des décisions politiques. Quand on a vendu les masques, je veux dire, quand on n'a pas remis les masques, là, on les a pas, quand l'État a dit aux hôpitaux, débrouillez-vous, vous achetez vos masques, hein, c'est vous qui les achetez, les ARS, etc. Enfin, je veux dire, mais en tout cas, au niveau régional, je veux dire, ben, les gens, comme ils ont un budget qui doit boucler, puisque c'est l'entreprise hein, qui est le modèle, il faut effectivement pas faire de déficit. Alors à ce moment-là, ben, on ne va pas racheter des masques, hein, parce que de manière, et du coup, quand il y a eu un problème, eh ben, il n'y avait plus de masques. Donc c'est des choix politiques qui ont entraîné effectivement qu'effectivement on n'était pas soigné correctement. Je crois que c'est ça vraiment que ça montre le coronavirus, c'est que le système de santé, il ne faut pas le laisser à trois décideurs, surtout s'ils ont dans cette idée de l'hôpital d'entreprise. Il faut vraiment quelque chose à organiser, c'est-à-dire que c'est des choix politiques. Les choix politiques, après, c'est effectivement, où on s'en empare sur la démocratie, où on délègue, et puis on dit, font ce qu'ils veulent, et puis après, on voit les résultats. Mais là, il y a aussi la différence entre le VIH et le corona, et la mobilisation qu'on a pu voir, c'était, je reviens encore avec mon histoire naturelle, c'est que d'avoir 10 ans devant soi, en étant infecté, c'est pas la même chose que d'être tout de suite à l'hôpital, et d'y mourir ou d'en survivre. Donc, voilà. Donc du coup, ça c'est la première grande différence. La deuxième différence, c'est que ça a touché dans un premier temps, ceux qui sont mobilisés, c'est des gens qui avaient les moyens de se mobiliser souvent. C'était des gens qui étaient des médecins, qui étaient, on a dit, parmi les homosexuels, ils étaient tous riches. C'est pas vous, c'est la partie visible de l'iceberg. Et derrière, il y avait tous ceux qui ne disaient rien, qui sont morts dans le silence, dénuement total, etc. Et ceux qui sont mobilisés, c'était des philosophes, des intellectuels, etc. C'était des médecins qui ont pris part et qui ont constitué cette espèce d'anneau de fer qui a fait cette lutte à un moment donné. Hein, et après, qui a permis, qui était un anneau de fer qui était aimanté, puisqu'il a attiré beaucoup de gens, et qui a attiré toute la deuxième partie, la deuxième population, et qui étaient des gens simples, qui n'étaient pas forcément des intellos, etc., qui ont constitué le pic de aide dans les années 94, c'était 4500 volontaires. 4500 volontaires dans toute la France. Donc c'est énorme, sachant qu'il doit y en avoir 500 maintenant, hein, donc à peu près. Hein. Donc, et encore les beaux jours. Donc on est dans quelque chose qui est totalement différent. Et c'est pour ça que comparer, c'est toujours un peu compliqué.